À l'intelligence du Seigneur, qui nous aide à tirer autant que possible le meilleur des enseignements qui vont nous être dispensés. Je prends le thème, la thématique que nous avons choisie pour meubler ces 3 après-midi, philosophie et crise et d'actualité. Et le Seigneur sait combien de crises le monde traverse aujourd'hui. Pour cela, il est important que nous confions, comme disais-je, ce moment à sa miséricorde, à sa grâce. Nous le faisons par l'intercession de sa mère et notre mère, la Vierge Marie, en disant ensemble, je vous salue Marie. Pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Esprit Saint, éclaire-nous. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. La philosophie existe depuis l'Antiquité en Occident et en Orient, à travers la figure du philosophe, non seulement en tant qu'activité rationnelle, mais aussi et surtout comme mode de vie. Chacun de nous a une philosophie de vie. L'histoire de la philosophie permet alors d'appréhender son évolution. Ancrée dès ses origines dans le débat d'idées partagé lors du dialogue, la philosophie peut se concevoir comme une activité de création, de méditation, de définition et d'analyse des concepts tels que le bien, le mal, la beauté, la justice et aujourd'hui la crise. Elle peut aussi être envisagée comme une quête de vérité, de liberté de sens, de conscience, bref, une quête de bonheur, de la béatitude. Selon les points de vue chrétiens, l'objectif de la philosophie est tourné vers la contemplation de la vérité et la recherche de la fin dernière et du sens de la vie. Durant donc les 3 après-midi, que durera notre méditation rationnelle, nous allons essayer de manière organisée, organique, passer au crible de la raison, le concept de crise et sa foultitude d'incarnation. La philosophie peut-elle, en procédant par un élagage conceptuel, aider l'humanité et l'environnement à être mieux? Le dictionnaire de Larousse définit la crise comme étant un moment très difficile dans la vie de quelqu'un, dans la vie d'un groupe, dans le déroulement d'une activité. Période, situation marquée par un trouble profond, il lui attribue comme synonyme des concepts de malaise et de tension. Dans ce sens, la crise peut être appréhendée sous plusieurs approches et plusieurs entrées. Nous avons dit qu'elle est d'abord anthropologique, elle est aussi épistémologique, morale, écologique, religieuse, économique, sanitaire, sécuritaire et j'en passe. En un mot, pour faire court, toute activité humaine est susceptible d'entrer en crise. Le fruit de nos investigations et réflexions de ces 3 après-midi contribuera sans nul doute à une meilleure appréhension et position du concept de crise en général et en particulier à une assumption plus positive des différentes crises dont nous sommes protagonistes. En vous souhaitant à tous la bienvenue à ce banquet épistémologique, je manquerai quand même à mon devoir si je ne vous souhaitais pas aussi d'avoir le meilleur appétit possible. Sur ce, je déclare ouverte la 5e édition de notre traditionnel café philosophique. Je vous remercie. Voilà, merci. La 5e édition est donc ouverte. Merci au Père Recteur pour ces mots introductifs. Sans trop tarder, pour éclairer le décor, nous invitons
le président du conseil scientifique, Dr Robert Andrew. Mesdames et messieurs, distingués invités, messieurs les journalistes, chers collègues enseignants, chers étudiants, à la suite de l'adresse solennelle du Père recteur, ouvrant officiellement la 5e édition de notre café philosophique, permettez-moi de prendre la parole en ma qualité de président du conseil scientifique de l'Institut supérieur de philosophie Saint-Joseph-Bokassa pour souhaiter à tous et à chacun une chaleureuse et cordiale bienvenue dans cette salle emblématique de la Aula Magna de l'Institut. Il n'est pas inutile de rappeler que le conseil scientifique de l'Institut supérieur de philosophie Saint-Joseph-Bokassa, réuni en session ordinaire au début de l'année académique 2021-2022, a unanimement décidé d'organiser le Café philosophique 2022 sous le thème Philosophie et crise. Notre fascination et notre motivation pour ce thème vient du fait qu'il y a de nos jours un usage inflationniste du mot crise qu'il expose significativement à une déflation de sens, à l'ambiguïté ou à l'idéologie. C'est un vocable dont l'emploi est aujourd'hui récurrent, voire excessif, et le sens pourtant moins fixé. Que signifie donc ce mot si médiatique, si paillette, à la fois flou et polysémique, mais au cœur, sont toutes, de l'actualité à la fois nationale et internationale et des batailles diverses? Que véhicule cette notion dans l'imaginaire populaire en ce temps de la modernité démocratique? Le plus paradoxal est que d'un côté, nous constatons comme une inflation du terme dans la mesure où la crise se trouve dans toutes les bouches, accommodée à toutes les sauces. On parle de crise politique, économique, sanitaire, post-électorale, de l'éducation, de la citoyenneté, et la liste est bien loin d'être exhaustive. De l'autre côté, on assiste en même temps à une véritable commotion qui se dégage du caractère proprement problématique du concept même de crise. Pour Edgar Morin, la notion de crise s'est répandue au XXe siècle à tous les horizons de la conscience contemporaine. Il n'est pas de domaine qui ne soit pas hanté par la notion de crise. Le capitalisme, le droit, la civilisation, l'humanité, etc. Mais cette notion, en se généralisant, s'est vidée de l'intérieur. Fin de citation. Du grec crisis, décision, le mot crise est d'origine médicale et désigne le moment de rupture, de changement radical où l'on doit décider du traitement des malades à l'étape extrême où il peut soit guérir, soit trépasser. Mais par la suite, on voit apparaître ce mot dans le champ politique ou économique. Aujourd'hui, il s'est généralisé au point où c'est toute la réalité qui est devenue chrysogène. Cependant, la crise est un peu négative, comme semble le consacrer son usage actuel. Autrement dit, n'y a-t-il pas aussi des crises positives ou bénéfiques? En jetant un regard croisé sur les différentes crises de l'histoire et de l'heure, le débat du café philosophique s'évertuera à comprendre comment la crise en tant que perte de sens et de légitimation vient au monde. Il est à noter que, pour la philosophie, la crise ouvre un horizon, celui de l'initiative. En ce sens, la crise peut aussi être considérée comme moteur de la dynamique de l'imaginaire social. La survenue d'une crise produit deux réactions. D'abord, la tentation conservatrice, puis la production réflexive. Dans les deux cas, la société sort de son vécu routinier pour se préserver face à des bouleversements qui la traversent et pour se remettre en projet. Toute une dialectique existentielle qui va nous amener du 23 au 25 mai 2022 à sasser et à ressasser le phénomène polymorphe de la crise au crible de la réflexion philosophique dans une perspective interdisciplinaire. Cette réflexion s'organisera autour de plusieurs disciplines issues de nos différents départements. Le premier panel, celui d'aujourd'hui, va se pencher sur les généralités et les fondements métaphysiques de la notion de crise. Il est composé de brillants intervenants que vous aurez le loisir de découvrir et d'écouter tout à l'heure. Je laisse le soin au modérateur, à qui je passe immédiatement le relais, de bien vouloir vous les présenter.
Bonjour, monsieur le docteur. Bonjour, monsieur le préfet. Bonjour, monsieur le président du conseil scientifique. Bonjour, chères étudiantes et chers étudiants, parce qu'il y en a plus. Je voudrais reprendre ce que le père président du conseil scientifique vient de dire, que philosophie et crise est le thème du café philo de ce temps de grâce 2022. Temps de grâce parce que nous sommes deux laïcs encerclés par deux prêtres qui ont jeté le dévolu de leur spiritualité sur notre vie. Merci. Lorsque Pythagore se décide de conceptualiser, je ne sais pas si je veux dire conceptualiser le concept, donc d'inventer le concept de philosophie, il en fait la discipline intellectuelle qui nous permet de nous rendre compte de notre niveau d'ignorance. Alors quand on philosophe, on décide de sortir de l'ignorance pour devenir amoureux de la sagesse. Il n'y a pas longtemps, au XVIIIe siècle, Emmanuel Kant disait qu'on n'apprend pas une philosophie et qu'on ne peut apprendre qu'à philosopher parce que ce sont les interrogations que nous adressons par rapport aux problèmes que nous vivons qui permettent de savoir qu'en nous, on a inculqué un esprit philosophique. Lors d'une émission télévisée, le professeur Monon Djana a dit que la philosophie n'est plus une affaire de système, mais c'est une affaire d'approche thématique. Donc, nous constatons qu'en choisissant cette thématique, nous ne sommes pas condamnés à présenter les auteurs pour lesquels nous développons un amour particulier. Mais il s'agit, pour les étudiants qui sont présents, de sortir d'ici en comprenant bien ce qu'on entend par philosophie et crise. Ça signifie, s'il s'agit des approches thématiques, quand on parle de philosophie, ça veut dire que le professeur Mohamed Dana nous disait, en d'autres termes, que la philosophie est la prise en charge de son temps par la pensée. Et c'est ce que nous allons faire à partir de ce soir. Avant même de passer la parole aux uns aux autres, je voudrais dire ici que les interventions ne dureront pas plus de 15 minutes par intervenant. Parce qu'à 17h30, nous devons être en dehors de cette salle. Et pour qu'on respecte le temps, il faudrait que chacun respecte les 15 minutes. Il ne dirait pas, je vais vous interrompre parce que c'est élégant, je vais vous couper. Si vous allez peut-être 15 minutes, ce vocabulaire culinaire est plus précis, plus rigoureux et plus rigoureux. Le professeur Monotana, je vous dis qu'il intervient dans un panel dont le thème principal est aspects généraux et fondements métaphysiques, c'est-à-dire la philosophie et crise. Nous allons lui passer la parole en espérant, comme celui qui m'a enseigné l'esprit de synthèse et de précision depuis la classe de première année, qu'il va aujourd'hui démontrer que l'exemple vous donne la leçon. Monsieur le professeur, vous avez la parole pour 15 minutes. Merci pour la rigueur que je suis en train de vivre là, les premières crises. La crise de la prise de parole. Dès lors, je laisse le texte que j'ai préparé parce que je ne peux pas l'exposer en 15 minutes. Ce que j'ai préparé comme menu pourrait durer 2 heures. Parce qu'il s'agit de rentrer à l'intérieur d'un concept abstrait. Ce n'est pas une description extérieure. Donc, je vous dirai seulement la manière dont l'écriture va se présenter quand elle sera terminée. Je vous brosse donc de manière purement globale l'économie de ce papier qui n'est pas encore entièrement rédigé. Nous partons d'une observation générale, empirique, de ce que c'est que la crise. Et nous observons la vie de tous les jours des valeurs. La crise humanitaire. Mais, au-delà de cette crise, on va évoluer vers la crise philosophique. Je vous décris quand même une crise en passant qui m'a beaucoup intéressé parce qu'il s'agit d'une crise des valeurs.
tout le monde le voit dans les médias, dans les réseaux sociaux. On observe en silence l'expérience des dames camerounaises, non camerounaises, en tout cas d'Afrique. Il y a une drôle d'expérience bail. L'expérience qui montre véritablement le paroxysme d'une société, d'une humanité en prise de valeur. Je laisse les déformations de l'activité sexuelle dont Freud avait déjà fait des perversions, mais qu'aujourd'hui les influenceurs montrent en modèle. Et si vous n'êtes pas là-dedans, vous n'êtes pas incivilisé. Et si vous êtes dedans, vous êtes dans la civilisation. Une première crise, la crise de la civilisation qui change de sens. Juste un siècle après qu'on a fait d'une activité une perversion, un siècle après, les influenceurs internationaux transforment la science psychanalytique et montrent que cette perversion est une activité supérieure de la civilisation. Alors, nos sœurs aussi sont mêlées de ça. Elles vont à Dubaï. Et là-bas, elles y vont en croyant qu'elles sont des reines de Saba, attendues par un certain roi Salomon. Mais quand elles arrivent, on déshabille la reine, Salomon déshabille la reine, et utilise le pot de nuit. Le pot de nuit dont on se sert quand on ne veut pas aller dehors. On s'en sert dans la maison pour se soulager. Et il prend donc le pot de nuit qu'il a à son service, c'est-à-dire la jeune Camerounaise qui est allée là-bas. C'est elle qui devient le pot de nuit. Et là, il éjecte toutes les saletés qu'il y avait dans son ventre. Et le pot en question, c'est la bouche de la belle Camerounaise, qui recueille les excréments du milliardaire arabe, excréments avec tout le liquide qui accompagne les urines, pour avaler. Seulement, les narrateurs ou les narratrices, parce qu'elles-mêmes décrivent la situation, ne nous ont pas dit ce qu'elles font, de ce qu'on fait du papier hygiénique. Ils ont été distraits là-dessus. Mais ils l'utilisent quand même. Parce que le milliardaire ne peut pas remettre son pantalon sans qu'on ait enlevé toutes les saletés. Voilà la pédagogie de la crise de valeur. Eh bien, on ne sait pas pourquoi tout cela s'est fait, mais je suis sûr que l'homme camerounais, qui n'est pas dépouillé d'ambition et qui veut parfois concurrencer sa sœur, il a maintenant montré aussi ses faveurs et ses capacités. Et ses capacités de recueillement à Dubaï, parce que lui aussi s'est recueilli. Il s'est recueilli les déchets, il s'est recueilli lui aussi les excréments, et il peut résister plus qu'une femme. Mais je crois que les Dubaïens ne voudront pas de cet homme, parce qu'ils l'ont déjà humilié quand ils construisaient Dubaï. Ils l'ont exploité en le faisant vivre comme un cochon, sans matelas, sans nourriture, avec un brin de racisme, oui. Et maintenant, il fallait passer à la dame. L'homme a été exploité et sauvé. On ne peut plus rien en tirer. Il faut maintenant les belles Camerounaises qui sont surtout choisies dans le milieu des Miss. Les Miss et les dauphines. Il faut donc les humilier à leur tour. Ce n'est plus de sexualité qu'il s'agit là. C'est d'une autre chose, une humiliation. Une humiliation.
Parce que quand vous jetez vos excréments, quand vous les donnez à manger à une personne, il n'y a que des cochons qui acceptent cela. Mais dire que vous imposez cela à une personne humaine, c'est la nier, c'est cracher sur elle, de cette personne. Et c'est ça que c'est. Pour moi, c'est pas le signe de la crise des valeurs. Parce que si l'homme ne signifie même plus rien, on parle d'une Kenyane qui s'est jetée du 7e étage de sa fenêtre et qui s'est écrasée sur le sol en sortant d'une séance de porte-à-porte, c'est-à-dire le pot de nuit. Elle ne pouvait plus se regarder dans le miroir. Elle ne voulait même plus que d'autres personnes la regardent. Parce qu'elle pourrait croire que ces dernières savent ce qu'elle a fait. Parce que ça paye cher. Une séance, c'est dans les 15 à 20 millions de francs CFA. Une séance. Avec moi, vous pouvez rentrer au Cameroun, ouvrir une parfumerie, ouvrir un salon de coiffure et vous faire admirer. La Kenyane ne peut pas supporter et se jeter par la fenêtre pour mourir. Je crois que les Camerounaises n'ont pas le degré de finesse de la Kenyane. Elle rentre en vous regardant dans les yeux. Ça aussi, c'est une crise des valeurs. Elles n'ont aucune dignité. Elles viennent, elles ouvrent ce qu'elles ouvrent, elles s'en vont. Voilà un exemple d'une crise. Il y a beaucoup de crises, de la terreur, du terrorisme, etc. Voilà la crise même, la crise de famine. Il y a des gens qui sentent une crise de famine. Ils deviennent très gourmands. Un certain jeu comme ça, est la crise de famine. Et vous mangez beaucoup. C'est pas bon, c'est une crise. La phénoménologie nous montre donc toutes sortes de crises sur le terrain. Mais ce n'est pas seulement de cela qu'il s'agit. Parce que quand on définit le mot crise, les mots anciens, ils ont le nominatif, ils ont aussi le génitif. Alors, la crise a pour adjectif critique. Et critique ici peut s'utiliser aussi au sens d'un substantif. Il devient un nom, la critique. Tout cela dans la famille de la crise. En philosophie, nous ne pouvons pas étudier la crise sans étudier la philosophie critique, la philosophie qui fait de la crise et de la critique un modus vivendi. Alors, la critique ici est un adjectif qui vient de crise et qui existe depuis la création de la philosophie. La philosophie comme une enquête qu'on décide de mener sur des mots qui ne semblent pas corrects, sur des significations qui ne semblent pas correctes, mais dont l'humanité se sert. Il faut en évaluer la capacité de signifier. Est-elle validable, oui ou non? Et jusqu'à quelle mesure? Et ça, nous sommes là dans la critique. Et c'est Kant qui introduit ce genre-là. La critique elle-même étant inventée depuis le Moyen-Âge, dans l'activité des stoïciens, qui commande par la critique du langage. Si la narration est bien faite, dans quel terme on valide. Ensuite, quand on importe cet usage-là et voit s'il peut l'appliquer dans des propositions scientifiques et se demande quelles sont les sciences qui peuvent être validées. Ou alors, quelles sont celles qui ont pris assez de précautions pour ne pas être falsifiées, pour ne pas être critiquées et rejetées. C'est cette activité qu'il mène dans la critique de la raison pure.
dans quelle mesure les propositions métaphysiques sont-elles valables, acceptables, validables? Et dans quelle mesure méritent-elles d'être revues et corrigées? À partir, quand on a écrit beaucoup de critiques, il y a la raison pure, la critique du jugement esthétique, et puis la critique de la raison pratique. À partir de cette base, les penseurs suivants ont développé la méthode kantienne sur la société, sur les valeurs sociales. Et c'est devenu la philosophie critique. La philosophie critique animée par des grands penseurs comme Hannah Arendt, qui a écrit la crise de la culture, et d'autres comme Proudhon, qui écriront la philosophie de la misère, et à quoi Marx va répondre vigoureusement en écrivant un anti-livre qui s'appelle La misère de la philosophie. Et après cela, les penseurs sociaux se chargent de l'affaire, pour décrire la crise de la misère, la crise de la culture, la crise même des sciences, la crise des fondements mathématiques. Donc, la philosophie revient à faire de critiques. Elle aussi, elle est critiquée. D'ailleurs, dans le XVIIIe siècle, la philosophie était déjà devenue l'objet des critiques, elle aussi. On l'a critiquée dans sa façon d'être, dans sa façon de former des concepts, dans la façon dont les philosophes parlaient. On avait même critiqué le père de la philosophie dans l'Antiquité. On avait critiqué Socrate en disant qu'il dévoyait les jeunes gens, comme on le fait aujourd'hui. Ça avait commencé depuis longtemps, n'est-ce pas? Il y a des... Je peux les appeler aussi des influenceurs qui dévoient des jeunes gens en leur montrant que la défenestration là est le meilleur chemin de rentrer dans la philosophie, dans la pensée. Et pire encore, en leur disant que si je ne passe pas sur toi, tu n'es pas sélectionné en master. Voilà les crises que nous vivons chaque jour au quotidien. Eh bien, cette crise de la culture, cette crise des sciences, surtout en mathématiques et en logique, cette crise d'évidence, cette crise sociale du début du XXe siècle, avec les Hannah Arendt et l'être et le néant, c'est qui? Heidegger, la crise des civilisations. Eh bien, nous passons à une troisième phase que j'appelle ici la crise même de la crise. Nous sommes ici donc en métaphysique, nous plongeons. La crise dans son activité est une rupture brutale. Pas le brutalisme de... Si la crise a produit l'être, et que la crise actuelle, la crise ukrainienne, menace l'ordre actuel, l'état actuel, c'est qu'elle menace donc l'être, de le rebasculer dans le néant. C'est à ce niveau où nous sommes au plan métaphysique. L'être est là parce que la crise avait frappé le néant, et maintenant la crise cherche à frapper l'être, ce pour reproduire aussi le néant en retour. Je vous remercie. Voilà la preuve que j'ai eu un bon professeur. Et donc je suis la créature. En d'autres circonstances, des gens s'appellent des créateurs. Des créatures, des autres créatures. Voilà donc mon créateur, qui a procédé de manière phénoménologique à l'instar de Husserl pour attaquer le concept de crise.
crise philosophique. Et c'est pour cette raison qu'il a, à partir de cette phénoménologie, le retour aux choses elles-mêmes, nous dit Michel, penser la situation de nos sœurs. Non, sœurs est un concept constaté à l'église, de nos filles à Dubaï. Bon. Il a aussi relevé le fait qu'il soit incapable de comprendre la capacité d'accroissement de sa vérité pour être capable de défenestration à tour de bras. Bon, et c'était ça le moment dangereux, pas parce qu'il est dangereux, le moment dangereux du vécu de la crise. Et il a fini en parlant de la possibilité de rupture, mais qui pourrait créer le néant parce que la crise ne saurait inventer un nouveau monde, mais possibilité d'anéantissement ou d'anéantissement du monde. Vous savez, il est difficile de conclure ces propos aussi denses. Et il est aussi difficile de passer la parole à quelqu'un qui est votre aîné à la maison et votre aîné dans l'académie. Bon, j'espère que je n'aurai pas de problème le soir quand il serait rangé. C'est pour cette raison que je voudrais passer la parole au père Léopold Fouaoué qui va nous présenter son propos en respectant le temps qu'a su respecter le professeur Hubert Morandana. Je vous remercie et vous retourne le. Je remercie le recteur de m'avoir associé à cet exercice philosophique. Je salue le président du conseil scientifique, le préfet des études, chers collègues, chers étudiants, chers invités. De quoi le philosophe se mêle-t-il? Il veut entrer dans une danse dont seuls les économistes semblent maîtriser le pas. Et justement, il doit y entrer. Il doit y entrer parce que si les économistes savent gérer la crise, un peu comme quand on dit tu ne gères pas, un peu comme le modérateur faisait de nous gérer, tout se gère, tout est tout est pris dans le langage économique. Donc, l'économiste gère la crise, le philosophe veut la penser. Et pour penser la crise, il faut parfois revenir à la signification des mots, parce que les mots ont une sagesse dont ne disposent pas toujours ceux qui les utilisent. Et cette sagesse, nous l'a rappelé le président du conseil scientifique, vient du lexique médical. Et dans le lexique médical, Hippocrate nous disait que la crise, c'est la solution de la maladie. La solution de la maladie. C'est-à-dire la solution que la maladie propose au corps qui est malade donc, et est au bord d'une bifurcation. Soit cet organisme malade meurt, soit cet organisme malade trouve une solution par lui-même, mais une solution qui doit inventer quelque chose de nouveau, c'est-à-dire la guérison. Et guérir ici, il faut une philosophie de la guérison, guérir ici, ce n'est pas un rétablissement. Guérir ici, c'est retrouver, créer du nouveau, inventer une nouveauté. Et la crise a une double balance, soit
elle nous conduit vers la mort, soit elle nous mène à inventer du nouveau. Cette définition de Hippocrate se comprend dans un contexte culturel précis. Et quel est ce contexte culturel précis? C'est un contexte qu'a dessiné le stoïcisme, les stoïciens. Les stoïciens savent encore faire la distinction entre ce qui dépend de moi et ce qui ne dépend pas de moi. Ce qui ne dépend pas de moi, parmi les choses qui ne dépendent pas de moi, il y a par exemple le tremblement de terre, mais il y a aussi la maladie pour le stoïcien. Mais vous savez que arrive un moment où, et c'est René Descartes qui invitait l'homme à faire comme s'il était maître et possesseur de la nature, et en devenant maître et possesseur de la nature, eh bien, les choses, la nature qui pouvait être chargée d'orienter le corps vers la guérison, eh bien, la nature maîtrisée et possédée dépend de moi. Même la nature dépend de moi. Et cette dépendance des choses vis-à-vis de moi va conduire à l'âge, ce qu'on appelle l'âge anthropocène. L'âge anthropocène où la plupart des troubles que connaît le monde, que connaissent les hommes, la plupart de ces troubles peuvent être causés par l'activité humaine qui a voulu que les choses dépendent de lui. Mais arrive un moment où on passe la période où on sait bien distinguer ce qui dépend de moi et ce qui ne dépend pas de moi. Modernité, eh bien, tout doit dépendre de moi. Je suis maître et possesseur de la nature. Et à force d'être maître et possesseur de la nature, on en arrive à un point où, à l'âge anthropocène, eh bien, le monde se révolte, la nature se révolte, et l'homme se découvre être en train de dépendre de ce qui jusqu'à présent avait dépendu de lui. Et à ce moment-là, la notion de crise entre en crise. Cette notion de crise qui avait la charge de nous indiquer la voie, de faire que la maladie invente la solution, eh bien, la notion de crise n'est plus en mesure de décrire cette situation où on ne sait plus distinguer ce qui dépend de moi de ce qui ne dépend pas de moi. Je vais donc, qu'est-ce que je vais faire? Je vais, après cette petite description de la crise en tant qu'il frappe le corps humain, essayer de montrer en quoi est-ce que cette crise qui frappe le corps humain peut frapper le corps social. Le corps social. Si la crise sert à décrire la maladie, et j'aime ici considérer la maladie comme une sorte de tremblement de terre. Voyez-vous? Quand il y a tremblement de terre, un peu comme quand vous entrez en fièvre et que votre corps tremble. Mais quand il y a un tremblement de terre, eh bien, les physiciens de la nature ne se contentent pas de ce tremblement superficiel. Quand il y a un tremblement de terre et qu'il y a une crevasse extérieure, eh bien les physiciens du globe s'en vont chercher dans la crevasse intérieure, ceux qui les spécialistes de la théorie de la tectonique des plaques, n'est-ce pas, pour voir à des kilomètres en dessous d'où vient ce tremblement superficiel. C'est ce que fait le médecin. Quand vous êtes en fièvre, eh bien, il doit, à partir de ce symptôme, qui peut être subjectif, eh bien, en arriver à un signe objectif à travers un ensemble des alarmes. Eh bien, quel est le tremblement de terre au niveau social, au niveau du corps social? Le tremblement de terre au niveau du corps social, c'est la guerre. C'est la guerre. C'est pour cela que la plupart des philosophes qui ont pensé la crise, qu'il s'agisse de Husserl, avec ses deux crises, ou bien qu'il s'agisse
de la crise de la culture Hannah Arendt, ou le malaise dans la civilisation de Freud, ou etc. Eh bien, ils ont pensé la crise en contexte de malaise social, en contexte de guerre. La guerre est ce qui fait que le corps social tremble. Et quand le corps social tremble, quelles peuvent être les causes profondes, c'est-à-dire qui font que la crevasse extérieure se mette à trembler? Eh bien, je vais ici énumérer une série de ce qui peuvent être les causes profondes de ce tremblement de terre social. Et ayant été formé dans l'école de Derrida, je dirais qu'une des causes qu'on ne voit pas, puisqu'on ne les voit pas, une des causes profondes de la crise actuelle, eh bien, est entre autres liée au numérique. Il y a eu une crise sociale et même philosophique quand on a inventé l'écriture. Quand on a inventé l'écriture, il y avait la géométrie est née, la philosophie est née, la démocratie est née avec l'isonomie, tout le monde est égal devant la loi, etc. Quand il y a eu l'invention de l'imprimerie, eh bien, il y a eu la physique de mathématiques de Newton, il y a eu ce qui jusqu'alors était des monnaies frappées et devient des billets de banque, et il y a eu le suffrage universel, il y a eu, etc. Eh bien, aujourd'hui, avec la crise numérique, c'est-à-dire où les choses deviennent de plus en plus petites et de plus en plus rapides, eh bien, une série de crises peut entrer dans notre vie. Si, par exemple, aujourd'hui, on parle de mobilité, et mobilité, c'est que, est-ce que vous savez qu'en 2010, un tiers de la population mondiale, c'est-à-dire près de 2 milliards, a voyagé par avion. L'avion qui, pour être performant, est chargé de numérique. Et que vous dites voyager en avion? Voyager en avion, ça veut dire chacun porte avec soi son sac de bactéries et de microbes. Et quand il y a ce mélange de bactéries et de microbes, eh bien, vous imaginez les épidémies qui peuvent en être. Des épidémies que peut-être l'homme ne pourra plus maîtriser. L'homme ne pourra plus maîtriser, ne sachant même plus si cette épidémie vient de lui, des choses qui dépendent de lui, ou de la nature, des choses qu'il ne maîtrise plus. Et c'est ainsi que je dis, par exemple, que ce qu'on appelle la crise écologique, une des premières manifestations de la crise écologique, ce ne sera pas l'océan qui envahit les villes, ce ne sera pas la disparition, ce sera les guerres. Que la prévision de ces débordements des océans vont susciter en faisant que les populations se déplacent d'un endroit à un autre. Aujourd'hui, on parle de migration à cause de milliers ou de centaines de milliers de gens qui se déplacent. Demain, il y aura des migrations à cause des millions de personnes qui vont se déplacer. Et vous imaginez, quand des millions de personnes vont se déplacer, ce que ça va susciter. Et s'il y a guerre aujourd'hui, eh bien, ce ne sera pas une guerre conventionnelle. S'il y a guerre aujourd'hui, ce sera une guerre nucléaire. Et avec une guerre nucléaire, le pire peut arriver. Que signifie ce pire? 3 minutes. Alors, que signifie ce pire? Le pire signifie ceci, et je vais raconter une histoire. Quelle est cette histoire? Eh bien, c'est un homme à l'accoutrement étrange qui se livre en spectacle devant les autres. Et finit quand même par prendre la parole. Spectacle. Un accoutrement inhabituel, le plus farfelu, étant que l'on portait sur sa tête
un sac très sale. Il dépose bruyamment son sac et se met à se déshabiller. Vous imaginez le spectacle que nous vous livrerions en nous déshabillant ici sur la scène. Au grand étonnement de tout le monde, il y avait chaque fois un autre pantalon et une autre chemise qui apparaissaient dès que tombaient les autres. Et quand toujours plus la curiosité des gens qui commençaient à s'attrouper. Ce malin aux apparences robustes en raison de ses mouvements d'habits, restait avec le dernier accoutrement, ouvrit son sac, déversa la cendre qui s'y trouvait, sortit un couteau, lequel provoqua la peur de ceux qui regardaient, et perça l'autre côté du sac aux dimensions de sa tête, et enfila le sac qui jusqu'alors avait transporté la cendre. Puis, il commença à s'enrouler dans la cendre, au rythme d'un éclat de sanglots. Et les spectateurs, désormais, plus nombreux, fort nombreux, se demandaient ce qui se passait. C'est alors qu'il prit la parole pour leur dire qu'il célébrait un deuil. Mais, quel deuil? Qui est donc mort? Réponse, vous et moi. Les uns commencèrent à sourire. Et elle nous dit, et nous sommes morts quand? Réponse, demain. Là-dessus, tous se rendirent compte qu'on avait affaire à un fou, aux allures d'un prophète de malheur, qui termina en disant, quand demain le pire sera arrivé, le monde aura été. Aura été, c'est le futur antérieur, n'est-ce pas? Et les Anglais disent, n'est-ce pas, future perfect. Qu'est-ce que le futur antérieur a de parfait? Le futur antérieur a ceci de parfait qu'il réussit à s'approprier une caractéristique qui jusqu'alors était réservée au passé, c'est-à-dire fixer le temps. Et comment est-ce que le futur antérieur fixe le temps? Il le fixe en le posant devant nous. Et qu'est-ce qui se pose devant nous en ce temps de crise? Il se pose devant nous le pire. Et quand il y a le pire, eh bien, quand l'on a parlé, quelques jours après, il y a quelqu'un qui s'est présenté et qui a dit, et l'homme s'appelait Noé. Alors, il a dit, Noé, puisque tu es en train de faire l'arche, je vais t'aider à faire l'arche pour que ce que tu viens d'annoncer ne soit pas vrai, pour que ce que tu viens d'annoncer soit faux. Et quelques minutes après, un autre arrive et dit, ah, l'arche est prête, il ne reste plus que la charpente. Je vais t'aider à faire la charpente pour que ce que tu as raconté soit faux. C'est ça la tâche des prophètes du malheur. La crise de la métaphysique provient du renversement des interrogations par Descartes au XVIe siècle. Lors des interrogations depuis l'époque grecque, c'était d'abord Ancite. Cela existe-t-il? Ensuite, Quidcit. Qu'est-ce? Avec Descartes, il est verse d'or. La première interrogation, c'est Quidcit. Qu'est-ce? Ensuite, dans l'arrivée de cette interrogation, il regarde le Ancite. Cela existe-t-il? Et ce renversement a des conséquences très très profondes dans l'élaboration de la philosophie. On passe d'une recherche de la vérité à une recherche de la certitude. Du coup, la vérité devient la certitude. Donc, avec Descartes, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est-à-dire la cause immédiate de la crise, nous avons là le point de départ de la métaphysique, la subjectivité avec Descartes. Descartes et ses successeurs vont engendrer des philosophies systématiques, c'est-à-dire des constructions purement rationnelles qui organisent
et gère le savoir intellectuel à la manière d'un avoir. Et un avoir que l'on possède. Il n'y a plus de recherche de la vérité, mais on possède la vérité. Et c'est ce que nous voyons un peu dans toute l'élaboration philosophique qui va de Kant, Hegel, Husserl ou un certain Martin Heidegger. Tous ces philosophes, ce qui le trait commun qui les réunit, c'est que l'être réel est absorbé par l'être de raison. Chez Hegel en particulier, la philosophie de l'être chez Hegel apparaît comme un système grandiose d'intériorisation de l'être par l'esprit. Et c'est ce qu'il appelle idée, concept. Le Dasein hegelien est finalement un produit du devenir qui unit l'être et le néant. La philosophie hegelienne, en définitive, c'est une philosophie de la néantisation de l'être pour l'avènement de l'esprit. C'est l'esprit, le mouvement de l'esprit qui absorbe l'être. Il n'est plus question de la distinction entre l'être et l'esprit. Chez Husserl, avec l'ego transcendantal, Husserl, le moi transcendantal, qui est mis en relief grâce à l'époque phénoménologique, le moi constitue son monde. Donc, c'est le moi qui donne sens au monde. Là aussi, voyez comment le moi transcendantal husserlien absorbe l'être réel. Chez Heidegger, son ontologie fondamentale, dans Sein und Zeit, vise à répondre à la question: qu'est-ce que la métaphysique? L'ontologie fondamentale dans Sein und Zeit vise à répondre à la question: qu'est-ce que la métaphysique? Elle est l'ontologie heideggerienne est le chemin conduisant à la pensée de l'être. Mais le mot être, chez Heidegger, désigne l'être lui-même. C'est-à-dire qui n'est pas une chose. L'être lui-même, en fait, c'est le Dasein. Le Dasein n'est pas séparable de l'essence, c'est-à-dire de la nature. Et le sens du Dasein culmine au niveau de la temporalité. C'est un être qui est intramondain, c'est-à-dire plongé dans le monde. Le Dasein heideggerien est très soucieux. Il se révèle comme un souci, d'où son angoisse, l'angoisse métaphysique. Il est dans le monde pour mourir. Là aussi, nous voyons comment, finalement, l'être réel n'apparaît pas chez Heidegger. C'est l'essence. Mais l'essence en tant qu'elle est ouverte. Alors, pour terminer un peu ce petit... 3 minutes. Alors, 3 caractéristiques sont communes à cette métaphysique de la subjectivité. Le climat de la négation. Là où il y a un climat de la négation, on ne parlera plus de l'être réel et du jugement d'existence. La réduction de l'être au devenir vital. Et enfin, le climat de la définition. C'est-à-dire, on pense que connaître, c'est définir. On n'est pas définissable. On ne peut pas définir l'être. L'être n'est pas définissable. Et quelle piste pour un nouveau dans la pensée de la métaphysique? Le grand défi, c'est retrouver le sens
étymologique de la philosophie, à savoir l'amour de la sagesse. La métaphysique de la subjectivité, a tourné le dos à la sagesse. La métaphysique a été réduite à la science. On ne parle plus de sagesse dans la métaphysique de la subjectivité. Alors donc, retrouver le sens étymologique du mot philosophie. Lorsqu'on parle de sagesse, c'est à la fois la connaissance et l'amour. L'amour a été évacué de la philosophie. Pourquoi? L'amour spirituel, non pas l'amour passionnel. Donc, autre point important qui peut nous aider à repenser une philosophie de l'être, retrouver le jugement d'existence. C'est le point de départ incontournable d'une pensée de l'être, vous voyez, proprement dite. Le contact direct, immédiat de l'intelligence avec ce qui existe complètement. Ensuite, et enfin peut-être, retrouver la dimension de la sagesse de la métaphysique. C'est capital. L'intelligence, non. La nature ne crée rien en vain. Il y a dans la nature un désir de connaître. Et ce désir de connaître est révélateur de quelque chose de plus grand. C'est-à-dire le désir de la sagesse. La sagesse, le philosophe ne peut se reposer que lorsqu'il découvre la sagesse. Puisque l'intelligence humaine est capacité. C'est lorsque l'intelligence découvre l'acte pur, l'ipsum esse subsistence, la prima causa, qu'elle découvre ce qu'elle est. Et notre intelligence va demeurer en situation de crise tant qu'elle ne pourra pas se reposer en contemplant l'acte pur. Je vous remercie. Merci mon père. Je pense que le quatrième panéliste est présent et qu'il peut occuper joyeusement sa place. Bon, ce que je dis, c'est que pendant l'exposé du père Némi, j'ai constaté d'abord une chose dans la gestuelle. Pour définir la métaphysique, il a vu physiquement de l'eau. Qu'est-ce que la métaphysique? C'est-à-dire qu'il a vu de l'eau physiquement. Bon, maintenant, le père Némi répondait à une question pertinente. Il a d'abord souligné le fait qu'il s'agit ici d'un rendez-vous académique. Et il s'est dit, dans cette culture de la fragmentation, peut-on valablement parler de crise? Il a cité un nombre d'auteurs. Arrivé à Heidegger, il a dit un certain Heidegger. Je voudrais, avant que la session de questions-réponses commence, savoir, est-ce parce que sa pensée est un contenu certain, ou alors parce qu'il s'agit tout simplement d'un certain philosophe? Et là, ça peut prêter équivoque. Je voudrais qu'au moment de la séance de questions-réponses, que vous fassiez en sorte que je puisse être capable de comprendre. Bon, il a relevé la crise qui a existé entre Platon et Aristote, et il a dit, en conclusion, qu'il s'agit d'une crise d'intelligence. Et il n'a pas totalement botté à la bouche la science, puisqu'il parle d'une science qui, en ce temps-là, reposait sur la poursuite des certitudes. C'est-à-dire, il fallait que ce qui est dit soit imperturbablement vrai. Bon, il a pensé à Descartes, c'est-à-dire une forme de métaphysique de la subjectivité, et à partir de laquelle on doit penser la vérité des choses que nous pouvons dire. Voyez-vous, c'était difficile, comme je vous l'ai dit, il n'était pas sûr d'être à la hauteur, je ne suis pas sûr, parce qu'il y a même des termes. Un certain philosophe, Heidegger, que je n'ai pas réussi à comprendre. Donc, nous avons aussi parmi nous le père Kenze Milede Gabriel, qui n'est pas venu ici se promener. Encore moins une bonne sport cérébrale. Il est venu nous instruire. Monsieur mon père,
Vous pouvez prendre la parole. Autour de la crise, nécessité d'une approche interdisciplinaire. Tel est le titre de mon intervention. Autour de la crise, nécessité d'une approche interdisciplinaire. Je le ferai autour de 3 petites questions. La première, découvrez vous-même qui vous êtes au cœur de ces conférences qui s'organisent sur la crise. Qui sommes-nous? Deuxième question, la paix vous surprend-elle? Et la dernière question, quel sens spirituel pourrait revêtir la crise? Quel sens spirituel donner à la crise? Je vous prie de commencer par le sens spirituel parce qu'on pourrait vous De quoi s'agit-il exactement? Je ne sais pas de quoi on parle. Est-ce de la crise au singulier ou de la crise au pluriel? Est-ce de la crise comme réalité objective extérieure à nous ou de la crise comme réalité qui nous entoure ou la crise comme un mystère dans lequel s'éclaire notre propre mystère en tant qu'homme? Vous aurez remarqué que la situation des crises au Cameroun ou partout ailleurs en Afrique et à travers le monde est beaucoup plus complexe. Si les différentes crises sont à considérer comme des manifestations d'un malaise plus ou moins profond, alors ne cherchons pas des fausses questions ou ne répondons pas aux questions non posées ou aux questions mal posées. La première question à nous poser à nous-mêmes, c'est qui sommes-nous? Nous sommes situés quelque part dans un contexte particulier. La connaissance de ce contexte demeure importante. Nous ne devions jamais perdre de vue que nous vivons dans un contexte précis où nous-mêmes, vous tous qui êtes devant moi, chers auditeurs, nous sommes tous des hommes et des femmes en crise, ou mieux en panne, des hommes et des femmes blessés. Nous sommes tous des êtres blessés, blessés moralement, blessés physiquement, blessés spirituellement, blessés psychologiquement. Notre dignité est également blessée. Même notre sol, qui accueille le sang de nos frères et sœurs lâchement tués, est aussi blessé. Il y a donc beaucoup de blessures, beaucoup de crises. Il me semble que c'est par là qu'il fallait commencer. Le mal semble tellement profond qu'il convient de se demander comment l'approcher, comment le comprendre, comment le résorber. La réponse est claire. Personne ne peut et ne doit se voiler la face. Personne ne peut prétendre détenir la réponse ou la solution absolue, vu la complexité de la réalité crise. Mais alors il convient tout de même d'éviter 2 excès. D'une part, la dramatisation et d'autre part, la minimisation. Les sages, dit-on, se contentent du juste milieu où se cache la vertu, permettant de discerner rationnellement et pourquoi pas spirituellement la vérité des faits. Dans le cas présent, il s'agit de la vérité des crises complexes, multiformes, multisectorielles, crises spirituelles, disons, crises diverses dont sont accablés les hommes et les femmes de notre temps. Je vous pose une question. La réalité de la crise vous surprend-elle? La crise vous surprend? Ces dernières années auront été marquées par l'occurrence du mot crise. Les expressions ainsi que les faits en vogue en témoignent. De plus en plus, on parle de crise dans tous les sens, presque dans tous les domaines de la vie. Crise de la pensée, crise du langage, crise sociopolitique, voire économique, crise spirituelle, crise sanitaire, crise écologique, crise individuelle, crise communautaire, crise institutionnelle,
au niveau national ou international, crise des valeurs, nous l'a rappelé l'éminent professeur Maman. La crise semble ainsi une réalité omniprésente. Elle touche des institutions concrètes telles que la famille, l'Église et les églises, les États pris distinctement ou considérés dans le réseau des relations internationales, également les individus pris singulièrement ou comme considérés communautairement, c'est-à-dire dans le réseau des relations interpersonnelles. De même, des situations de conflit ayant ou pas dégénéré en situation de guerre inter- ou intrapersonnelle, ethnique, tribale, culturelle, ouvertes ou tacites, sont aussi considérées comme des crises à résorber. Que révèlent alors ces faits observés, ainsi que les expressions relatives? N'est-ce pas l'existence passagère ou persistance d'une multitude ou d'une multiformité des malaises tendant à perturber ou à asphyxier le bien-être des humains, c'est-à-dire l'épanouissement des hommes et des femmes de notre temps, hommes et femmes, jeunes et vieux, enfants tout comme adultes. À bien observer, la vérité telle que la réalité telle que la crise n'épargne personne, ni les humains, ni l'environnement, ni les cultures, créant ainsi une espèce de déséquilibre ou de dysfonctionnement, d'où la peur, l'anxiété, exprimée par des doutes, des incertitudes, des angoisses, disons, des cris de souffrance, au sens de tourment et de désespoir, susceptibles de nous plonger tous dans une espèce de découragement, de désolation, puis de dépression. La crise touche également les réalités ecclésiales. Par exemple, la vie sacramentelle. Vous aurez remarqué qu'il y a plus de communiants que de gens à la confession. La crise atteint en particulier la vie sacerdotale, la vie religieuse, les vocations, la vie spirituelle individuelle ou communautaire, la vie quotidienne privée ou publique. Le domaine de la communication n'en est pas en reste. Bref, de nos jours, on pourrait affirmer que tous les domaines de la vie ou des relations humaines sont affectés, voire infectés, contaminés, empoisonnés par le venin de la crise. Crise multiforme et multisectorielle. Quotidiennement, les humains que nous sommes affrontons cette réalité complexe. Nous en faisons l'expérience, le prof l'a dit, comme si on avait préparé la conférence en temps ensemble, à travers la faim et la soif, à travers les accidents et les maladies, le péché et la mort. L'observation et l'analyse d'une telle multiplicité, multiformité de crises oblige par conséquent à nous interroger. Pourrait-on affirmer que le monde est à la remorque des crises? La crise nous surprend-elle? La crise surprend-elle l'homme? La crise vous surprend-elle? Si oui, depuis quand? Quel sens spirituel pourrait revêtir la crise? C'est la dernière question à laquelle je voudrais répondre. Moins de joie. S'il m'était donné, si j'avais suffisamment du temps, voilà ce que j'allais vous proposer comme menu autour de cette conférence. J'allais, après une approche sémantique qui serait polysémique, aussi polyphonique en réalité, de la réalité crise, donc du concept de crise, j'allais vous proposer des données bibliques sur la crise. Je sais que l'auditoire est constitué en majorité des philosophes, mais ils sont ouverts aussi à la spiritualité. Crise spirituelle dans le Pentateuque. J'allais vous proposer cela. Crise d'Adam, crise d'Abraham. La crise d'Adam, notre grand-père, nos grands-parents, la crise de nos grands-parents, comme crise de l'écoute de ce que Dieu a dit de la parole de Dieu. Crise d'Abraham. Les livres d'Exode en lui-même se présentent comme un tracé dialectique d'une crise de liberté. On allait parler aussi de crise spirituelle dans le livre historique. On allait parcourir
des figures comme Samuel, Saül, David, Salomon, ainsi de suite. Dans les évangiles, on allait revenir sur Marie, sur Joseph, sur les disciples. On allait toujours en finir par les Galiléens, Jésus. Donc, le style de vie met en crise, interpelle l'homme, le pauvre. Et Jésus nous révèle à travers sa parole que la racine de la crise se trouve dans le cœur de l'homme. La racine de la crise, ce n'est pas seulement d'ordre phénoménologique, mais du point de vue spirituel, c'est la question que Jésus nous pose, d'où vient le mal? Le mal vient du cœur de l'homme. Et donc c'est une crise de la triple relation. Relation avec Dieu, relation avec le semblable, mais aussi relation avec l'environnement. Et à ces trois relations, à cette triple relation, les psychologues aiment bien ajouter une relation avec soi-même. J'ai dit et je vous remercie. Ma question se pose au professeur Lim. Certainement, ça doit être une incompréhension, mais j'aimerais savoir en quoi est-ce que la crise de la métaphysique peut être assimilée à la crise de l'intelligence. Ma question s'adresse au Père Némi. J'aimerais savoir, mon Père, pourquoi vous dites que Heidegger a oublié la question de l'être lorsque nous savons qu'il s'inscrit dans l'explosion de l'ontothéologie. Dans son livre intitulé L'être sur l'humanisme, tradition Roger Meunier, seule la question de l'être traverse ce livre. Et laissez-moi aller plus loin à la page 105. Il le dit, le berger n'est pas le maître de l'étang. Le Dasein n'est pas le maître de l'étang, il est le berger de l'être. Essayez un peu de nous expliquer pourquoi vous pensez qu'il a oublié cela. Pour ce premier tour, on va prendre un dernier intervenant. Merci beaucoup. Ma question s'adresse au Père Némi. J'aurais une question à deux volets, c'est sur Martin Heidegger. La première question, j'aimerais savoir qu'est-ce que mon père vous attendait par l'être réel, étant donné que cet être réel a été absorbé par Heidegger comme chez Husserl. La deuxième question serait de savoir, vous avez affirmé que l'être chez Heidegger est égal au Dasein, si je vous ai bien compris. Et si c'est le cas, comment expliquer que le même Heidegger affirme à la page 4 du même livre, L'être sur l'humanisme, l'existence du Dasein conditionne l'existence de l'être. Autrement dit, sans le Dasein, il n'y a pas de l'être. Comment pouvez-vous expliquer ces propos de Martin Heidegger? Merci. Alors, si vous permettez, je vais commencer par répondre à la question posée par notre modérateur. Pourquoi l'expression certain Heidegger? Alors, disons tout de suite que ce n'est pas un préjugé. J'aime beaucoup Heidegger. Il a beaucoup travaillé. C'est quelqu'un qui a lu 75 fois le livre Théâtre de la métaphysique d'Aristote. Voilà. Je n'ai pas le préjugé par rapport à la recherche de Heidegger. Seulement, Heidegger reprochait à tous les philosophes qui l'ont précédé, y compris Aristote aussi, d'avoir oublié l'être. Mais il se trouve que dans son élaboration philosophique, lui-même, il a oublié l'être. C'est pourquoi sa philosophie, son Dasein, qui n'est pas séparable de l'essence. C'est ce que je voulais dire là. Je réponds aussi à la question des étudiants là. Le Dasein n'est pas identique à l'être, c'est pas ça. N'est pas séparable
de l'essence humaine. Hein? Il faut comprendre bien ce que c'est que l'être chez Heidegger. Alors, Heidegger a oublié l'être lui-même. C'est pourquoi le Dasein, en fait, il est fondamentalement un souci. Il se révèle comme un souci. C'est-à-dire un être jeté dans le monde pour mourir. Et c'est ça qui est source d'angoisse. Il s'agit d'une angoisse métaphysique. Alors, la seconde question, pourquoi dire que la crise de la recherche de la vérité en métaphysique conduit à la crise de l'intelligence? Alors, je vous prends la parole de Saint Thomas d'Aquin. Saint Thomas d'Aquin était plus théologien. C'est un théologien. C'est un théologien avant tout. Bien qu'il ait utilisé la métaphysique de l'être d'Aristote, il est théologien, Saint Thomas d'Aquin. Alors, Saint Thomas d'Aquin disait ceci. Primo, cadit, in intellectu est. C'est très fort ça. Primo, cadit, in intellectu est. Cela signifie que ce qui tombe en premier lieu dans l'intelligence, c'est l'être. C'est-à-dire qu'il y a un ordre naturel entre l'intelligence humaine et l'être. L'intelligence se réveille en tant qu'intelligence en face de ce qui existe. L'être réel ici, c'est ce qui existe complètement. Ce n'est pas la réalité au sens terminologique. Ce n'est pas ça. C'est la réalité existante. Voilà voici une réalité. C'est la réalité existante qui actue l'intelligence et lui permet de découvrir quel est son potentiel. Alors, l'ontothéologie chez Heidegger comme berger de l'être. C'est une très belle expression, hein? Berger de l'être. Mais il faut comprendre ce que c'est que l'être chez Heidegger. Il ne s'agit pas de l'être réel, c'est-à-dire la réalité existante. Non. C'est l'essence. Tout à l'heure, il faisait un petit commentaire en parlant de Husserl, le retour aux choses. Disait Husserl. En fait, chose ici, ce n'est pas la réalité existante, c'est l'essence. Bien comprendre les choses. Alors, on peut utiliser le même mot, mais la signification n'est pas du tout la même chose. C'est certainement une incompréhension. Je voudrais que le professeur Monon Jala nous explique ce qu'il entend quand il dit l'être est là parce que la crise a frappé le néant. Alors, ma deuxième question va à l'endroit du docteur Nemi. Le docteur a affirmé que l'être n'est pas définissable. J'aimerais savoir, est-ce qu'on doit continuer à balbutier sur l'être, puisque nous ne pouvons rien dire sur cet être-là? Ne doit donc pas penser comme Wittgenstein dans Tractatus Logico-Philosophicus, quand il dit ce dont on ne peut parler, il faut le taire. Merci. Je vais poser ma question au père Kinsey. Si l'homme est créé à l'image et à la ressemblance de Dieu, pourquoi dire que cet homme est rempli de crises? Pourrait-on dire que Dieu lui-même est une crise? Alors ma question, je l'adresse à tout le panel et elle est la suivante. Puisque on reconnaît quand même parfois un aspect positif, surtout que le professeur le docteur Fouquet l'a souligné, la crise peut aussi servir de reconstruction de la société. Alors est-ce que vous ne trouvez pas qu'il est souvent
où il peut être nécessaire de provoquer des crises pour faire naître une nouvelle société? La question, les questions. Donc, il y a deux questions, peut-être que j'en ai la trois. La première des questions, c'est est-ce que le philosophe qui se met dans la danse n'est pas déjà lui-même en crise? Oui. Je répondrai, il y a trois réponses. Première, oui. Deuxième, oui. Troisième, oui. Pourquoi? Parce que la crise est liée à notre finitude. La crise est liée à notre finitude, qui est en même temps la finitude même de la vie. La finitude de la vie. La manière dont le vivant s'est constitué. La manière dont le vivant s'est constitué jusqu'à arriver à l'homme. Eh bien, c'était au travers des crises. Crise, par exemple, quand il cesse d'aller à... Il était quadrupède, n'est-ce pas? Il était quadrupède, notre ancêtre était quadrupède. Et il se met sur ses deux pieds. Et quand il se met sur ses deux pieds, il perd la fonction qu'avaient les membres avant. Soit, il perd, mais il gagne. Il gagne en ce sens que, se mettant sur ses deux pieds, perdant la fonction avant les deux membres, il peut commencer à parler. Il parle. Le cerveau prend une certaine proportion. Donc c'est la loi du qui perd. Et ce sera la crise. La crise vous met dans une option. C'est-à-dire, il faut soit il y a une nouveauté qui s'instaure à partir de la crise, soit vous mourrez. Or, la vie ne meurt pas. La vie cherche toujours des moyens d'être plus libre. C'est pour ça justement donc je réponds à la deuxième question. On ne peut pas il ne faut pas la provoquer. Avant de la provoquer, avant de provoquer une crise, il faut être en mesure de se rendre compte que vous êtes déjà en crise. N'est-ce pas? Et c'est ce que j'appelle le caractère événementiel de la crise. La crise est événementielle. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que avant même de la provoquer, vous y êtes. Et c'est un peu comme la maladie. C'est un peu comme la maladie. Vous tombez malade. D'accord? Vous tombez malade. Et une fois malade, alors, la crise étant la solution de la maladie, soit vous mourrez, soit vous retrouvez la guérison. Mais ce langage tomber malade, c'est un langage qui paraît encore quand on pouvait distinguer ce qui dépend de moi et ce qui ne dépend pas de moi. Que se passe-t-il quand on ne sait plus distinguer ce qui dépend de moi et ce qui ne dépend pas de moi? Quand moi, je me mets à dépendre de ce que moi, j'ai fabriqué. Eh bien, Angoulême, c'est un philosophe de la santé, disait que l'homme a cette capacité, cette tentation de se faire malade, et cela grâce aux objets techniques. Mais parmi les objets techniques, il y en a qui sont des objets morts, comme la bombe. La bombe est un objet mort, le téléphone est un objet mort. Et donc, que se passe-t-il à ce moment? N'est-il pas en train de provoquer la crise? Et généralement, la conscience de la crise est rétroactive. C'est-à-dire qu'on se rend compte d'être en crise quand elle est déjà là. Quand il fabrique l'objet, mon téléphone, ce n'est pas pour se mettre en crise. Mais il se rend compte ensuite, après, que ça le conduit à une situation de crise. Et quand il est dans une situation de crise, alors il est appelé à inventer une solution qui est un des possibles que nous propose la crise. On a fait croire que je fais une mission.
il y a une porte d'entrée pour parler de Heidegger par rapport à la crise. Heidegger qui était un grand philosophe, mais d'autant plus grand philosophe qu'il était souvent en dialogue avec les poètes. Le poète et le philosophe sont, n'est-ce pas, proches, sûrement séparés. Alors, un des poètes qu'il aimait lire, c'était Hölderlin. Et Hölderlin disait, là où croit le danger, le péril, là aussi croit ce qui sauve. Je pense que Gobert aurait été bien inspiré par Hölderlin. Il y a un étudiant qui a posé la question sur la valeur positive de la crise. Qu'est-ce qu'on pourrait tirer positivement de la crise? Je crois que je résume sa question en ces mots-là. C'est ça? Oui. Donc, je reviens sur l'intelligence de mon intervention. La pertinence de mon intervention réside dans ceci. Je n'ai pas eu le temps de bien élaborer, mais au moins, je vous ai proposé une provocation. Il était question de vous dire à vous étudiants que quand on vous aura proposé une approche uniquement philosophique de la crise, sachez que vous n'avez pas encore tout fini. Il faut ouvrir les horizons. Vous avez découvert à travers les questions que c'est une réalité complexe. Donc il ne faut pas s'arrêter à l'approche historique, à l'approche philosophique, à l'approche sociologique. Il faut aller plus loin, parce que le philosophe s'occupe de la totalité du réel. Il faut vous intéresser aussi à la crise dans sa dimension, dans son aspect spirituel. Alors, la valeur positive de la crise, si vous allez sur YouTube, vous verrez, là où on m'interroge, j'ai reçu un journaliste qui me demandait, alors Père Gabriel, qu'est-ce que vous pouvez dire dans ces jours où nous célébrons le 4e dimanche de vocation? Vocation. Il parlait de la vocation prêtre particulière. Alors, en temps de crise, qu'est-ce que vous pouvez dire? La crise du point de vue spirituel a toujours été comprise comme un temps de grâce, un temps de rebondissement. Au cœur de la crise, il faut discerner la main de Dieu. Mais surtout, la crise nous pose la question ultime, qu'est-ce que l'homme? L'homme n'est pas Dieu. L'homme n'est pas Dieu. Et donc, en termes philosophiques, c'est ce que le père, le prof a expliqué. La crise nous révèle notre finitude. Le fait que nous demeurons des êtres dépendants du Créateur. Parce que la vie est un don reçu. La vie n'est pas un produit à fabriquer. Du point de vue spirituel, c'est cela. Si, du point de vue historique, il a brossé quelques éléments de théorie évolutionniste sur l'homme, nos premiers anciens étaient des quadrupèdes, et ainsi de suite, du point de vue de la spiritualité, on n'abordera pas de cette façon. Mais ouvrez votre intelligence pour comprendre qu'il y a une explication qui est donnée dans le domaine purement scientifique, donc des sciences positives, et ainsi de suite. Mais il y a une explication parce que toute la philosophie va culminer dans ce que j'ai dit. Oui, c'est pour répondre. J'ai dit, au propos du néant, la crise. D'où vient l'être? Comment l'être vient du néant? Le néant, on suppose que le néant existait avant l'être. Et que le néant a pu être frappé par la crise, et du coup l'être est sorti. Et à partir du moment où l'être continue à exister, et où une crise de l'être apparaît. Elle est apparue pour moi au moment de la crise italienne. On a failli passer à la 3e guerre mondiale, et nous ne sommes même pas encore sortis de l'auberge. Il était question de savoir si les interventions venaient, on passerait à la 3e guerre mondiale. Et c'est l'instant où on a eu le plus peur, parce que là, c'est l'être qui allait être frappé par sa crise absolue et rebasculé donc dans le néant.
C'est comme ça que nous voulons jongler entre l'être et le néant, au plan métaphysique, en parlant de la crise. Parce que le néant, c'est comme le marais. Le marais, il est allé dans un marais. Même pas de canal dans un marais. Il n'y a même rien dans un marais. C'est pas. J'ai lu un livre sur le néant. Eh bien, il fait un roman sur le néant. C'est-à-dire, on s'attend à voir bien sûr. Eh bien, il n'y avait rien dans le néant. Dans le marais. Le marais, l'existence est donc comme un marais. C'est la crise qui vient frapper le marais pour que quelque chose se produise. Et si la crise menace ce quelque chose là, eh bien, c'est de le faire rebasculer dans le néant. C'est ce que je voulais dire. Et par ailleurs, aussi, on peut provoquer la crise pour jouer. Nous avons été champions du monde du jeu de cartes. Vous savez que dans le jeu, on provoque des crises, n'est-ce pas? La technique des crises, vous faites une fête du corps. Une fête du corps est une crise. Vous provoquez sur l'adversaire. Vous faites semblant de tomber là-bas. Et lui tombe très lentement, vous barrez. Vous stoppez votre balle, vous passez tout droit. Vous avez provoqué une crise. Et dans le jeu de dames, vous créez une situation pour donner l'espoir à votre adversaire qui va vous taper. Vous lui donnez les pions, vous lui donnez les pions, et puis il sort dessus, il vous joue tout le passage. Donc, on peut provoquer des crises très sérieuses pour avoir bien du jeu. C'est ce que je voulais dire. Ok, le professeur Moradjana vient de clôturer le débat en nous relançant pour la possible thématique de la conférence l'année prochaine. Parce que je me demande si pour lui le néant existe. Comment gérer le zéro qui, lorsqu'il est écrit, occupe un espace dans le cahier. Je vous remercie, c'était la fin de la cérémonie de la discussion. Saint Joseph,